On est ravis, évidemment, bienvenue à cette rencontre qui sera sans doute passionnante. J'ai trois invités formidables, donc c'est sûr que ce sera passionnant, n'est-ce pas? Trois autrices, un essai de romans puissants, formidables, impressionnants, je dirais. Cette rencontre, il faut que je le dise, a été organisée en collaboration avec le Prix européen de l'essai. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Le Prix européen de l'essai, c'est un prix qui couronne les essais, des essais de qualité dans toutes les disciplines et qui attire l'attention sur des auteurs dont l'œuvre peut avoir valeur de témoignage et qui offre une critique féconde des sociétés actuelles. Et je crois qu'on peut bien dire que votre livre, Mona Chollet, qui a eu le prix, vous avez eu le prix européen de l'essai, effectivement répond à tous ces critères. Donc, toutes mes félicitations d'abord. C'est chouette. Et vient vous féliciter également. L'essai, vous le savez sans doute, s'appelle « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». On attend le chat aussi, je pense, tout à l'heure, qui va venir. Comme vous le savez sans doute, Mona Chollet avait déjà publié d'autres essais avant « Réinventer l'amour ». Il y a notamment Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui est devenue un best-seller international. Juste par curiosité, qui a lu Les Sorcières ici ? Ah oui, mais tout le monde. Tout le monde, hein, oui. Voilà, un public formidable. Mais elle a également publié, entre autres, Chez soi, Une odyssée de l'espace domestique, Beauté fatale, Les nouveaux visages d'une aliénation féminine, La tyrannie de la réalité. Elle était journaliste au Monde, là je me trompe, parce qu'elle vient de me dire qu'elle va quitter le Monde, elle va tout simplement être écrivaine et autrice. Voilà. Nous avons deux autres invités cet après-midi, donc des romancières. Je ne sais pas si vous avez lu leurs livres, ça m'étonnerait parce que les livres viennent de sortir, mais moi personnellement j'étais très impressionnée, vraiment. Par ces deux romans. Sarah Jolien-Fardel, qui est rédactrice en chef du magazine de libraires Aimer lire, publie son premier roman, La préférée, chez les éditions Sabine Vespizer. Et Blandine Rinkel, est-ce que je prononce bien votre nom ? Rinkel, mais Rinkel, ok, plutôt à l'allemande. Blandine Rinkel, qui publie Vers la violence chez Fayard, et qui est chanteuse et danseuse également, et qui avait déjà publié L'abandon des prétentions et Le nom secret des choses. Voilà, trois femmes formidables. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de notre conversation. On aura une heure malheureusement passée ensemble. Mona Chollet, la première question, ce serait une question pour vous. Votre essai regarde de très près les relations amoureuses du couple hétérosexuel. Et c'est de nouveau un essai très riche, plein d'extraits littéraires, d'observations personnelles. Vous avez lu et étudié des études, des romans, des récits. Vous avez regardé les séries, les films. Donc c'est vraiment la pop culture également. Entre-temps, le monde change. Et avec le monde, notre regard peut-être change sur le patriarcat dont vous parlez dans votre livre. Est-ce que vous pourriez nous dire, disons dans les 10 dernières années, comment ces relations amoureuses qui sont donc d'une certaine manière formées par le patriarcat ont changé pour vous ? Ça me paraît compliqué. Enfin, je veux dire, j'ai plutôt l'impression d'avoir écrit sur des choses qui sont très ancrées et très permanentes et très très difficiles à changer, en fait. Alors, c'est évident que je pense que depuis le début, probablement le début des années 2010, il y a eu un regain de conscience féministe, c'est-à-dire de discours féministes dans la société. C'est devenu
moins honteux de dire qu'on était féministe, c'est même devenu plutôt cool dans une certaine mesure, parce que n'exagérons rien non plus. Mais je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est beaucoup la manière dont beaucoup de femmes se sont emparées d'Internet pour parler de leur vécu, qui a donné naissance à un féminisme probablement plus proche du quotidien, moins universitaire, parce qu'en France, c'était, en tout cas au cours des décennies précédentes, c'était le féminisme était largement cantonné à des travaux universitaires. Et là, je crois qu'il y a eu vraiment une manière de couvrir entre les blogs, les comptes Twitter, les comptes Instagram, les livres qui en essaient par la suite, vraiment de couvrir tous les aspects du quotidien de manière très concrète, y compris d'ailleurs la vie de couple. Donc je pense qu'il y a déjà eu des changements. Enfin, en tout cas, on peut observer que pour toutes celles qui se posent des questions, il y a moyen de trouver des relais en ligne, il y a moyen de réfléchir, de trouver des échos à ces interrogations, ce qu'il n'y avait pas autant avant ou pas du tout. Moi, j'ai grandi dans un monde où il n'y avait quasiment rien, quoi. Quand on se posait des questions en tant que jeune femme, on avait très très peu d'outils pour aller plus loin et prolonger et se donner des armes aussi pour vivre ces relations amoureuses de manière plus équilibrée et moins dommageable parfois. Donc c'est sûr, là-dessus, l'arsenal qu'on a à disposition, il n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a même 10 ans. Après, j'ai envie de rester quand même très prudente sur la portée des changements, parce que on voit aussi tout ce qui résiste, on voit... Je pense l'analyse, il faudra la faire sur un temps très long, sur peut-être dans 10 ans, on pourra commencer à voir ce qui a réellement changé, mais je pense qu'on s'attaque à des choses tellement profondes que c'est génial que ça bouge, c'est génial qu'on en parle, mais j'ai pas du tout envie de conclure qu'il y a un changement vraiment massif. Et... Vous voyez pas de véritable changement non, depuis non. Les réseaux sociaux, évidemment, ça représente pas la vérité. On sait bien que... Si, dans une certaine mesure, oui, parce que c'est quand même... il y a des personnes réelles derrière les réseaux, derrière les comptes qui sont tenus, enfin... Non, je pense que c'est tout à fait... Après, évidemment, les réseaux ont plein d'autres aspects, c'est-à-dire c'est aussi un lieu de redoublement de la violence contre les femmes. On voit bien que le harcèlement en ligne, c'est un phénomène terrible. Mais au moins, voilà, il a aussi cette dimension-là qui fait qu'on peut s'en emparer pour discuter de ce qu'on vit, en fait, et partager ce qu'on vit et se rendre plus forte dans ce qu'on vit. Ouais. Vous parlez dans votre livre beaucoup du contexte culturel, de l'imagination, en fait, qui est ancrée en nous. Et finalement, c'est ça qui devrait changer pour avoir de véritables changements dans notre vie de tous les jours, je pense. Comment le faire? Pour les filles, par exemple, l'amour n'est pas un oasis, vous écrivez. C'est pas un sanctuaire, il y a plein d'obstacles à cette vision idyllique. Qu'on a reçu dans la jeunesse, dans sa jeunesse. Alors c'est une des choses dont vous dites, mais il faudrait que ça change. Il ne faut plus que les filles attendent le chevalier sur le cheval blanc, le prince qui vient nous chercher, nous sauver. Mais ça, justement, ce sont des choses, des idées qui sont transmises peut-être dans l'éducation, qui sont vraiment fortement ancrées en nous. Comment faire pour qu'on n'attend plus, en tant que fille, le prince sur le cheval blanc? Oui, c'est vrai que spécialement quand on est jeune, on est enfin un roman, un film, c'est des choses qui nous marquent tellement, en fait, qui nous donnent nos premiers modèles d'identification, d'exemples de comment, d'idéaux aussi. C'est des... Voilà, il suffit qu'on soit un peu sensible, je veux dire, il suffit qu'un film soit bien réalisé, et voilà, les scénaristes et les réalisateurs savent très bien y faire pour rendre ces schémas narratifs très séduisants, ou des auteurs qui écrivent très bien. Enfin, on s'en laisse très facilement mettre plein la vue, surtout quand on est jeune, même par la suite d'ailleurs. Donc je pense qu'on peut gober plein de modèles comme ça sans du tout... Et après, c'est seulement au fil des ans qu'on les réexamine et qu'on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai intégré comme idée avec ça, comme représentation, comme idée du rôle que je dois jouer, de ce que je dois attendre de l'autre. Et ouais, c'est vrai, moi je pense, enfin, en tout cas dans mon propre cas, je pense que je pense que j'ai vraiment intégré une vision complètement débilitante de l'amour, vraiment complètement
en tant Nous qu'ado. n'avons pas tous et toutes, je pense. Oui, c'est notre Oui, seul je cas crois de que tous. j'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait tout résoudre dans ma vie, en fait. Et je pense que plein de... Et que du coup, j'avais pas besoin spécialement de construire ma vie en attendant. Il fallait juste que... Voilà, c'est l'idée dans laquelle on grandit beaucoup là-dedans en tant que fille. En tout cas, quand on a une orientation un peu plutôt hétéro, et voilà. Enfin, je pense que c'est des modèles qui sont très... Moi, j'avais lu à 18 ans Passion simple d'Annie Ernaux, et je me rappelle, j'avais été très marquée par cette vision, c'est-à-dire où, en gros, elle raconte que pendant l'année où elle a vécu cette passion, plus rien n'avait d'importance. En fait, elle se désintéressait complètement du reste de sa vie. Et à l'époque, je pense que je trouvais ça désirable. Je me disais, waouh, c'est génial, vivre ça, ça me paraissait être le but suprême. J'en dis déjà depuis quelques minutes, fait des bruits, alors Non, parce que moi j'ai vraiment l'impression, et je me demande s'il n'y a pas quand même une histoire de génération et de choses qui changent vraiment. Parce que moi l'idée par exemple du chevalier, alors ça me paraît pas du tout attractif ni désirable, et je l'ai pas du tout, enfin je pense ne l'avoir jamais eu, je pense pas avoir, ça me paraissait déjà un peu risible quoi, adolescente, et je me demande si c'est pas parce que j'ai grandi, moi il y avait déjà en fait internet, enfin j'ai eu une adresse mail à 11 ans je pense, donc je suis vraiment de la génération qui a commencé à se construire avec internet, donc assez rapidement on trouve en effet une communauté de personnes qui traquent un peu les mêmes choses que soi, qui partagent nos idées. Et c'est vrai que moi, je me sens pas personnellement vraiment menacée par les... J'ai lu avec grand intérêt votre livre, mais en me disant, je trouve ça passionnant, mais ça me renseigne plus sur des fonctionnements que je... Alors après, peut-être aussi que je vois à l'extérieur de moi plutôt qu'en moi, mais je me dis que c'est peut-être aussi, je suis dans un milieu artistique, et peut-être c'est une affaire aussi de milieu et de génération. Mais je pense quand même que quelque chose bouge profond. Je sais pas, il faudrait demander aux personnes qui ont 30 ans ou moins dans cette salle si elles partagent mon impression, mais qu'on n'est plus complètement agi par ces représentations-là. Je pense qu'on arrive quand même à s'en détacher, à les voir d'un peu plus loin et à pouvoir en rire aussi un peu, quoi, s'en libérer un peu. Ben voilà, il y a quand même un changement depuis ces 10 dernières années. Formidable. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi dans votre essai, c'est le paradoxe, c'est ce que vous appelez le paradoxe de la misogynie. C'est-à-dire le fait que les hommes hétéros expriment leur désir pour les femmes au sein d'une culture qui, elle, les encourage à mépriser les femmes. Comment le changer ça? Parce qu'on va quand même vers des solutions, j'espère, cet après-midi. Comment changer ça, ce paradoxe de la misogynie? Rien que ça. Oui, c'est assez banal comme constat, c'est-à-dire que simplement la culture machiste, en fait, à la fois prétend glorifier les relations, la conquête amoureuse et sexuelle, parce que c'est plutôt une conquête qu'une relation. C'est des hommes qui aiment les femmes et en même temps qui les détestent. Je crois que l'autrice qui parle de ce concept prend Donald Trump comme le parangon, l'espèce d'exemple cosmique et suprême du paradoxe de la misogynie. Et c'est vrai. C'est un homme qui se vante de collectionner les femmes. Grab them by the pussy. No. Voilà, exactement. Donc, et qui en même temps les méprise profondément. Donc c'est... Et c'est vrai, alors j'ai trouvé cette idée chez une autrice qui est américaine, qui est elle-même lesbienne et qui en fait regarde les relations hétéros. En fait, son livre s'appelle La tragédie de l'hétérosexualité, où en fait elle était tellement consternée par ce qu'elle observait autour d'elle qu'elle s'est dit il faut que j'intervienne, il faut que je... Donc c'est drôle parce qu'elle a un regard complètement genre mais qu'est-ce que vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est que ces relations complètement malsaines et son livre est génial. Et ouais, je pense qu'on se rend compte souvent... je cite aussi le témoignage d'un jeune humoriste, Laurent Siama, qui est le petit frère de Céline Siama, qui raconte dans un de ses spectacles comment... un jour, dans une soirée, il raconte qu'il est intéressé par le féminisme et un autre invité le regarde et lui dit « Mais t'es gay, en fait ?» et il dit « Attends, mais en fait... » je m'intéresse au bien-être des femmes, et donc ça, c'est censé être gay. C'est hyper bizarre comme déduction.
Voilà, donc... Oui. Je voudrais aller un tout petit peu vers les merveilleux romans et les romancières qui sont là, qui parlent entre autres de la violence, n'est-ce pas, en famille, entre père et fille, père et fils. Dans votre livre, Mona, vous parlez aussi de la violence en famille. Vous dites c'est l'aboutissement logique des comportements prescrits aux hommes et femmes par les normes sociales. Alors, quels sont ces comportements prescrits, d'après vous, qui mènent donc plus ou moins facilement, c'est pas toujours le cas, évidemment, heureusement, mais bon, ça peut jouer un rôle. Quels sont ces comportements qui mènent à la violence qu'on peut lire dans vos deux romans? Ouais, c'est vrai que les deux romans m'ont beaucoup intéressé justement sous cet aspect-là aussi, enfin en tant que roman évidemment à part entière, mais aussi sous cet aspect-là, parce que j'avais envie de traiter de la violence dans le couple, non pas comme une déviation de la norme, mais plutôt comme la norme poussée jusqu'au bout en fait. Et c'est vrai qu'on est quand même... on a plein d'images culturelles de violence masculine séduisante en fait. Enfin, le bad boy, le type un peu sulfureux, un peu dangereux, qui sont des images qui agacent beaucoup les hommes qui ne rentrent pas qui sont pas sur ce modèle-là, mais qui sont des images très valorisées culturellement et que je pense qu'on reconnaît en tant que femme. C'est-à-dire que c'est un modèle très familier quand on le rencontre dans la vraie vie. Et alors qu'en tant que femme, on est plus aussi poussé à... Je pense que ce qui rend aussi très difficile de sortir d'une relation violente, c'est l'idée que la femme doit être la sauveuse, que si elle aime suffisamment, elle va réussir à changer un homme, que s'il est comme ça, c'est qu'il souffre, et donc il faut l'aider. Et je pense qu'on est dans une société qui valorise tellement l'abnégation féminine et le dévouement sans limite, qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de sentiment qu'on va recevoir une gratification symbolique sociale si on rentre dans ce rôle-là, c'est-à-dire si on est celle qui accepte tout, qui est là contre vents et tempêtes, et si on est la sauveuse en fait, voilà. Et ça, oui, je pense que ça rend encore plus difficile Et puis, je pense que surtout, on cultive beaucoup chez les femmes. En tant que femme, on développe beaucoup plus d'incertitude. On n'a pas beaucoup de confiance en soi. Bah voilà, on grandit dans une société globalement sexiste, donc ça n'aide pas beaucoup à avoir confiance en soi. On a toujours tendance à penser que c'est soit le problème, qu'on n'est pas légitime à penser ce qu'on pense, à ressentir ce qu'on ressent, et donc on est dans une position de grande faiblesse dans ces situations-là. Sarah, vous avez écrit un livre qui s'appelle La préférée. Sa préférée. Ma préférée, oui. Ça. Ah, sa préférée, oui, je suis désolée. Effectivement, c'est une nuance extrêmement importante. Oui. Sa préférée. Pardon. C'est votre premier roman. C'est un roman dans lequel vous racontez l'enfance d'un chien et de Jeanne qui grandit avec un père très violent, avec une mère plutôt faible, dans un village des montagnes du Valais. En fait, tout le monde dans le village sait ce qui se passe dans cette famille, mais tout le monde se tait. C'est vraiment d'une lâcheté incroyable. On suit cette Jeanne, cette adolescente qui réussit à s'échapper d'une certaine manière par les études. Elle essaie de se faire une vie. Elle y réussit plutôt pas mal, je dirais, en tant que lectrice. Elle découvre l'amour, elle découvre la tendresse, la tolérance, mais il reste toujours ce fond de tristesse en elle, et surtout ce fond de peur. La peur est énorme, qui l'empêche vraiment de vivre en toute liberté. Sarah, j'imagine que ce roman a mûri assez longtemps en vous, quelque part. Vous avez travaillé longtemps à l'écrire, et surtout dans ce contexte des montagnes, qui est toujours une société assez fermée entre les montagnes. On ne peut pas s'évader. Est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse de ce livre ? Je ne crois pas que je puisse parler de la jeunesse de ce livre. J'ai peut-être commis, pas une erreur, mais enfin l'erreur du premier roman, c'est-à-dire de parler de ce que je connais très bien. Le lieu
au-delà que je trouve le lieu d'où je viens, donc le Valais, assez romanesque. Et puis, effectivement, le village, enfin la commune plutôt d'où je viens, était quelque chose que moi, je trouvais enfant très violente. Et puis surtout, j'étais complètement indocile, donc je rentrais absolument pas dans le cadre. Alors que ce n'est pas mon père, et lui, mon père était vraiment, on a pu chacune... Adorable. Oui, et on a pu, ma sœur et moi, pas faire, enfin, comme mon frère, enfin, il n'y avait pas de différence, vraiment pas du tout, au contraire, presque. Mais j'ai déjà raconté une scène que j'ai vécue, que je vais abréger, c'est que, par exemple, pour voter, en Suisse, on ne fait pas qu'élire, on vote, beaucoup et souvent. Et ma grand-mère, quand elle devait voter, elle demandait soit à mon grand-père, soit elle lisait ce que le quotidien du canton disait de voter. Et honnêtement, je pense que les femmes qui sont nées jusque dans les années... fin des années 50, à mon avis, il y en a encore beaucoup qui votent la même chose que leur mari. Et moi, j'étais toute petite et j'ai toujours trouvé que c'était pas normal. Et je me suis vaillamment bagarrée là contre pour être un peu... alors vraiment, là, je vais peut-être un peu loin, mais pour être en fait une sorcière, quoi. Mais c'était ça, la sorcière. Et en Valais, il y en avait plein. Enfin, voilà, c'était... Parce qu'il y a aussi autre chose, il y a aussi la religion. Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment être à Genève, comme je crois que vous êtes né à Genève. Enfin, être né à Genève, on a le même âge avec Mona, c'est pas du tout la même chose que être né en Valais, quoi. J'imagine. Non, mais non, c'est le chien qui vous adore. C'est le chien non, mais c'est une chienne abandonnée, et puis du coup, c'est un peu compliqué la séparation. J'aimerais que vous demandiez de lire un extrait de votre roman, si vous voulez bien, avec Sarah, plaisir. parce que comme ça, vous pouvez écouter et entendre dans quel milieu, dans quelle situation nous emmène Sarah. C'est quand même assez dur. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est qu'en plus, le sujet m'a toujours... les femmes violentées m'a toujours intéressée depuis mon plus jeune âge, pour plein de raisons que je ne vais absolument pas expliquer ici. Et je suis bénévole, en plus, depuis plusieurs années, tous les mercredis après-midi, je travaille dans une association pour femmes battues. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas de la théorie, quoi. La dernière que j'ai amenée, et pardonnez mon émotion, elle avait... Enfin bref, j'ai dû prendre une urgence un vendredi après-midi parce qu'une femme arrivait et elle avait été brûlée à la cigarette sur le torse par son mari, parce que ça suffisait pas de la battre, il fallait en plus être... Enfin, il faut le dire, c'est la violence à l'extrême, et puis ça touche tous les milieux. Pas que, comme m'a dit un journaliste parisien, qu'en Valais, on était un tout petit peu arriéré. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais... Je crois qu'il ne faut jamais en rire, en fait. Non, c'est vrai. Bon. Vous m'aviez demandé de... Les pages 14 et 15. Le pire, c'était les bouteilles. Ils les faisaient valdinguer contre les murs. Il fallait se courber pour éviter leur trajectoire. Je craignais le poids de la carafe en émail dans laquelle maman préparait le sirop. J'avais réussi à voler un pot en plastique dans un grand magasin. Nous faisions les courses, elle et moi. À la racine des cheveux, ma mère avait la tempe cousue à cause d'un éclat d'une satanée bouteille. Une mauvaise chute, avait-elle dit au docteur. Ses cheveux, je les trouvais merveilleux, lisses et épais, pas comme les miens. J'adorais les caresser, je me blottissais contre elle lorsqu'elle tricotait ou lisait. J'entortillais une de ses mèches au reflet caramel autour de mon index. Ma chevelure n'avait pas de nuance, elle était foncée, terne, trop raide, emmêlée, jamais brillante. Parfois, le nez contre ses cheveux, je respirais leur odeur en fermant les yeux. Elle me disait timidement d'arrêter. Elle était gênée que je puisse la trouver belle. Au centre commercial, j'avais usé de manigance pour qu'elle achète ce pot en plastique à 9,90 francs qui ne nous blesserait pas s'il le balançait sur nous. C'était trop cher, car il contrôlait chaque franc dépensé. Elle avait refusé. 2 jours plus tard, alors qu'elle m'avait envoyé chercher du beurre et de la polenta, j'avais réussi à voler et à planquer le pichet dans mon sac à dos d'écolière. Je transpirais, j'avais le cœur en pagaille à la caisse, mais j'avais réussi.
Quand je l'ai posée sur la table en bois, griffée par la violence de mon père, bien droite, je l'ai regardée dans les yeux. « Tu l'as payée comment ?» J'avais prévu la combine, m'étais arrêtée en route, l'avais salie avec de la terre, rayée avec un petit caillou, puis rincée au bassin du village. C'est la mère de Sophie qui le jetait. Je lui ai dit que j'en cherchais un pour faire de la peinture, alors elle me l'a donné. Ce moment où vous dites un mensonge, cet instant suspendu, une fraction de seconde, ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Je savais manier le regard, le tenir sans faillir, l'enrober d'innocence. J'écartais bien les yeux et étirais mes lèvres dans un faux sourire fermé. Ça marchait toujours. Voilà l'univers dans lequel on entre si on vous lit, Sarah. Pourtant, donc, cet univers est extrêmement angoissant. On vit beaucoup de malheurs. Il y a aussi un animal qui est maltraité incroyablement, comme dans votre livre d'ailleurs. Mais il y a aussi quelque peu de l'histoire. J'aimerais aussi qu'on ne se mette pas tous à pleurer tout à l'heure. Alors, il y a une sortie, c'est l'école, c'est les études, et c'est nager dans le lac, dans la mer en fait. Pourriez-vous nous parler comment ce fait de nager libère d'une manière ou d'une autre votre Jeanne? Alors, il y a plein de choses inconscientes que, voilà, maintenant on pose des questions et je peux les analyser. D'une part, l'eau, ça allège, c'est une chose. Il y avait surtout la géographie, c'est-à-dire qu'en Valais, enfin, pour les gens qui connaissent, on est en Suisse, voilà. Donc, quand on arrive à Saint-Maurice, c'est vraiment des pans de montagne très raides comme ça, qui ferment tout. Qui probablement, c'est mon analyse, mais peut-être que je me trompe, forge un peu les caractères, mais je crois ne pas trop me tromper. Et tout à coup, le lac, c'est l'ouverture, et c'est aussi une métaphore de la mer, enfin du liquide amniotique carrément, quoi. Vraiment, au-delà de tout l'exotisme qu'est le lac dans les années 70 pour une valaisanne de la montagne qui n'était jamais partie plus loin que la capitale. C'est vraiment toute une libération. Et puis, c'était aussi... leur père avait interdit de nager. Et pour l'anecdote, ma maman, qui est de 1947, et toutes les femmes de cette génération-là, il n'y en a pas une qui sait nager. Je veux dire, apprendre à nager, c'était réservé aux hommes. Et c'est un truc complètement fou. Donc nous, après enfant, on a essayé de lui apprendre et tout, et elle n'a jamais pu, quoi. C'était donc voilà. Après, j'ai mélangé plein de choses, et puis voilà, le lac, c'était un peu toute cette métaphore. Blandine, dans votre livre, votre roman Vers la violence, il s'agit de Lou, le personnage principal qui est né en 1992. Son père est flic. C'est un ex-militaire. C'est un mec vrai. Comme on disait avant MeToo. Oui. C'est précisé dans le livre de cette manière-là. Ouais. Il a une grande moustache et on apprend petit à petit qu'il y a, comme elle l'apprend d'ailleurs, qu'il y a eu un drame dans sa vie d'avant. Il y avait une autre famille avant celle dans laquelle grandit Lou. Ses enfants se sont noyés, plus ou moins par sa faute. C'est mon interprétation. Vous ne le dites pas, mais bon, en tant qu'électrice, je me dis, bon, c'est ta faute. Vous pensez comme ça? Ouais. C'est intéressant. Je suis une lectrice, j'ai la grande liberté de lire comme je veux. Mais cette fille admire quand même son père, elle se laisse emballer. Lorsqu'elle est petite, elle croit à ses histoires, ses mensonges. Et ce n'est que plus tard qu'elle s'aperçoit de cette vie double que menait son père avant elle. Vers la violence, c'est un très beau titre. Pourriez-vous nous parler de votre titre, Vers la violence? Le titre était là dès le tout départ, un peu comme une étoile du berger, parce que j'avais un petit peu cette histoire en tête, mais surtout pour une autre raison qui est un peu extra-littéraire. C'est que c'est mon 3e roman. Et mes 2 précédents romans, j'avais eu l'impression, pas dans le texte, mais en les défendant, d'un malentendu avec le monde, au sens où je suis, comme vous le voyez, une jeune femme, alors moins jeune maintenant, enfin j'ai 31 ans, mais je reste quand même jeune dans le milieu littéraire, mais mon premier livre, il est paru à 25 ans.
J'ai des traits plutôt doux, j'ai les cheveux longs, tout un tas de choses qui, dans l'œil des autres, peuvent être incriminantes quand on écrit. Et j'avais l'impression de ne pas être prise au sérieux. Pas quand les gens lisaient vraiment le texte, et pas quand on avait mais comme ça, de manière générale, par exemple, dans des salons, j'avais toujours l'impression d'une suspicion de mièvrerie, d'une suspicion de... je sais pas, de légèreté. Ah tiens, en plus je fais de la musique, donc c'est encore plus incriminant. Et c'était évidemment j'avais l'impression de recevoir en fait quelque chose d'assez misogyne, mais avant de pouvoir le conscientiser et donc de s'en défendre, d'abord on le subit. Et donc j'avais cette sensation d'un malentendu parce que je répondais aussi de manière polie à ça. C'est-à-dire que quand on me parlait un peu niaisement, pour le dire vite et mal, je répondais en souriant toujours, je tendais toujours l'autre joue, et j'avais l'impression de moi-même m'abîmer. Ça vous énerve ce que je dis? Non, j'ai eu l'impression d'un... Et j'avais l'impression d'être trop docile, aussi dans ma manière, d'être, de me conformer à ça, d'une certaine manière, à ce qu'on attendait de moi aussi. Et je me suis dit, en commençant mon 3e livre, je me suis dit, on va en finir avec ce malentendu parce que ça me blesse, et ça blesse aussi mon écriture, je pense. Ça m'autorisait pas à être aussi libre que j'aurais voulu l'être. Et donc je me suis dit, vers la violence, ça va être aussi une promesse, une manière d'assumer une certaine frontalité. C'est pas tellement, c'est pas que je vais faire violence au lecteur, mais je vais arrêter d'essayer d'être polie, et peut-être qu'à la fin, la femme dans mon livre montrera une dangerosité potentielle. Je savais que j'allais vers quelque chose comme ça. Voilà. Très belle explication. J'ai vu que vous aviez réagi tout de suite, Mona. Vous avez pensé à quoi en écoutant Blandine ? En écoutant ce que Blandine raconte sur ce que c'est d'être une jeune femme dans le milieu littéraire, je pense à ce que Alice Zeniter raconte de ça justement dans son essai qui vient de sortir, qui s'appelle « Toute une moitié du monde », et qui est vraiment, sur la misogynie et la condescendance qu'elle a reçue et qu'elle reçoit toujours, en étant elle aussi une jeune femme aux traits doux et qui écrit. Je trouve que c'est extrêmement juste et bien vu, et je pense qu'elle va venger beaucoup de jeunes autrices. Bravo. Dans votre livre, Blandine, il y a le père qui devient assez violent déjà lorsque la jeune fille a 6 ans, parce qu'elle invite une copine chez elle, et puis le père ne réagit pas du tout favorablement. Elle n'a pas le droit d'inviter les copines, et ses phrases vont pas à pas vers la violence. Et c'est justement quelque chose dont vous parlez aussi dans votre livre, Mona. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup lu aussi dans d'autres romans. Ce que font les hommes dominants, c'est isoler la personne qu'ils veulent dominer, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mon livre, un ami écrivain m'a fait remarquer ça récemment, c'est que tout est clos, c'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment dans une maison et... Alors, il y a quand même une échappée, c'est-à-dire que ça se passe en Vendée, dans les territoires donc, de l'ouest de la France, et donc il y a cette maison familiale, où adviennent des choses. Et puis il y a quand même la forêt et la mer qui sont comme des lignes de fuite possibles, mais qu'on n'emprunte pas tout à fait, qui sont pas tout à fait empruntées, mais qui sont là. Et donc ça se passe d'abord dans une maison, et puis après il y a une deuxième partie où la femme se construit et où cette fois c'est un enfermement plutôt joyeux, mais dans des chambres. Jusqu'à la fin du livre où il y a une ouverture vers la forêt. Ça se finit en forêt. Non, mais je trouvais intéressant parce que c'était pas du tout conscient. Et en fait, je pense que vers la violence, le titre est un peu trompeur parce que finalement, il y a quand même c'est plus vers la lumière que il y a une sortie de route. Mais c'est aussi, parvenir à se désisoler, à retourner dans le monde et à se dire en fait le monde. On l'espère, en tous les cas, peut être quelque chose qui nous soutient et qui nous permet de mettre fin, à des loyautés qui sont toxiques. Et parfois, en effet, je pense qu'on ne met pas fin à ces loyautés parce qu'on se dit que ça sera peut-être encore pire dans le monde. Est-ce que le monde me soutiendra ? Est-ce qu'à l'extérieur, c'est pas encore pire ? Au moins là, il y a une loyauté, elle est toxique, mais
mais il y a aussi de l'amour. Donc voilà, et on s'accroche à ça parce qu'on craint peut-être encore pire, enfin, encore plus l'extérieur. Et dans mon livre, il y a Lou parvient à trouver quelque chose à l'extérieur, quoi. Mona ou Sarah, vous voulez réagir? Je voulais réagir par rapport au père de l'histoire de Blandine. Le père de mon histoire, c'est super facile de le détester parce que je veux dire c'est un type ignoble, voilà. Et alors elle, le sien, le Gérard, alors lui, c'est vraiment, enfin moi j'ai mis vraiment très longtemps à le détester parce que il est flamboyant, parce qu'il a l'air génial, et ça c'est encore plus vicieux, quoi, parce que ça se voit moins, c'est plus. Voilà, donc c'est difficile de. C'est facile de toujours pas à l'heure actuelle, mon personnage. Pardon ? Vous dites j'ai mis longtemps à le détester, moi je le déteste toujours pas. Ok. Oui, ok, ok, parce qu'on a toujours de la tendresse peut-être pour les personnages. Ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui est violent frontalement, c'est plus facile de pas l'aimer que quelqu'un qui a aussi plein d'autres charmes, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est très. Enfin, il y a ce passage très frappant où Lou se souvient d'un moment où son père lui a infligé une douleur physique très intense, enfin, sans trop raconter les détails, mais et elle dit qu'elle s'en souvient de deux manières, en fait, c'est-à-dire à la fois comme d'un moment de traumatisme et comme d'un moment d'initiation, et elle n'arrive pas à trancher entre les deux, non, enfin, c'est-à-dire que c'est. Et c'est vrai qu'il y a à la fois un côté abusif et tyrannique et oppressif, voilà, c'est quand même un père qui tyrannise tous les membres de la famille jusqu'au chien, et c'est vrai qu'il y a, en fait, ça m'a fait penser au père qu'on voit aussi dans Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, c'est-à-dire c'est aussi un personnage à double face, effectivement, et je pense, enfin, moi ça m'a intéressé aussi. Je pense qu'il y a à la fois évidemment des hommes violents qui sont réellement comme le vôtre, c'est-à-dire qui sont des brutes absolues, c'est-à-dire il y a vraiment et tout le monde voit tout de suite que c'est des monstres, et ce qui ne veut pas dire qu'on sait tout de suite comment s'en défendre et comment les empêcher de nuire, mais en tout cas on le voit tout de suite, et il y a des oppresseurs qui sont des types formidables, et ça pose encore beaucoup d'autres questions. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, des types formidables avec plein de guillemets, mais oui. Et dans mon livre, sans spoiler la fin, Lou, à la fin, va quand même radicalement s'affranchir de son père. Radicalement, justement, on parlait de l'idée que la fille ou la femme doit toujours sauver la vie de l'homme. En l'occurrence, elle va poser un geste qui est une manière de sauver sa vie à elle, de manière claire et franche et sans ambiguïté. Et c'est drôle parce que ce geste-là, depuis que le livre est sorti, j'entends des gens en parler. Enfin, il y a des discussions, quoi, des femmes, des hommes qui discutent de ça. Et les gens s'engueulent là-dessus. Il y a des gens que ça énerve beaucoup, le geste de Lou. Ouais. Ouais, et moi, je pensais même pas que c'était possible, en fait, que ça puisse. N'en parlez pas. Non, mais, oui, mais c'est intéressant et ça crée des vrais. Et donc, comme quoi, quand on décrit un personnage qui est en effet ambivalent, quoi, qui est trouble, bah, ça crée réellement du trouble, en fait. Enfin, je veux dire aussi dans la lecture, quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse que vous disiez que vous, à la fin, vous le détestez. Mais je pense qu'il y a des gens qui, au contraire, prennent sa défense à la fin, quoi, qui considèrent que c'est Lou qui n'est pas une bonne fille. Oui, et comme quand vous disiez que vous pensiez qu'il était coupable, alors que moi, je n'ai que imaginé sa culpabilité à lui, hein, par rapport à son précédent mariage et aux enfants. Enfin, voilà, je ne veux pas spoiler, mais enfin, franchement, moi, j'avais vraiment mal pour lui. Là, donc, on a tous... ouais. Moi, je l'ai détesté dès la première page. Voilà. Après votre avis? Non, j'ai fait une blague. Est-ce que je peux vous demander de lire ces 2 pages que je vous avais envoyées, s'il vous plaît, pour avoir une idée de cet homme Gérard, comment il est sympathique. Il l'est vraiment parfois. De manière générale, Gérard n'aimait pas que je m'amuse avec d'autres que lui. Il consentait bien sûr à ce que je passe du temps avec des escargots, mais n'appréciait pas l'idée que j'ai des amis. Dès mes 6 ou 7 ans, il prit en grippe les autres enfants, à qui il trouvait, sans les connaître, des défauts imaginaires et qu'il dénigrait gratuitement, sans égard ni raison. Gérard voulait que mon esprit lui appartienne, rester maître de mon royaume. Un jour, je m'étais pourtant autorisée à aller fouiller dans la petite pièce du grenier où s'entassaient les reliques de ses enfants décédés, celle que mon père appelait la salle de jeu et dont l'accès était absolument interdit à Ardan, qui aurait pu s'y étouffer.
En guise de salle de jeu, c'était un fourre-tout poussiéreux, un grenier, dans lequel on n'entrait jamais qu'en baissant la tête, ce qui nous donnait un air comique, comme si l'on rendait hommage à quelques passés révolus, dont les objets entassés entendaient nous rendre compte. Des jouets et des armes. Car aux côtés des peluches et des Playmobil, il y avait 3 vieilles carabines, dont on ne savait pas bien à qui elles avaient pu appartenir, et qui reposaient là, comme des soldats fatigués, figés dans une éternelle pause-clope. Plutôt obscure, une ampoule dénudée en son centre comme unique source de lumière, la salle tout en contraste permettait aux ombres de se promener entre les choses et les absents. Il y régnait une atmosphère fin de siècle, de sorte qu'on réalisait vite, de cette salle, qu'elle était surtout la preuve qu'une autre famille avait bel et bien existé avant la nôtre, et pour cette raison, c'était une pièce qu'en général, nous évitions. Voilà l'univers de Lou. On a parlé des filles, mais il faut aussi qu'on parle des mères, n'est-ce pas? Puisque, bon, c'est la voix des femmes aussi. Il y a aussi des mères dans vos livres. Sarah, est-ce que vous pourriez nous parler pas de votre mère, mais de la mère dans votre roman? C'est une mère non seulement de ces années-là, mais qui est avec un homme ultra-violent, comme vous l'avez compris, qu'elle a probablement voulu sauver. Il y a Par moments, on comprend un tout petit peu le départ de leur union, même si elle s'en est jamais expliquée, mais en gros, elle avait un peu mal au cœur pour ce bonhomme, donc la sauveuse, effectivement. Et alors, elle va essayer de sauver sa fille, en tout cas de lui donner la possibilité, contrairement à elle, de pouvoir partir. Elle sent depuis le départ que sa fille, il n'y a que ça qui compte, et elle réussit. Sa fille apprendra ça très tard dans sa vie. Elle a réussi à lui permettre de partir, en fait. Mais elle était simplement... Mais en fait, je dis que c'est une femme de ces années-là quand je suis au foyer avec des femmes instruites, universitaires, de différentes nationalités, mariées, à des hommes de différentes nationalités. Et ben voilà, elles sont. Enfin voilà, c'est incroyable cette fragilité. Je sais. Il y a presque un profil aussi. Je dis pas que ça peut pas arriver à n'importe qui, mais celles qui restent. Celles qui mettent tellement de temps à partir pour finalement partir, alors là, tant mieux, mais il y a celles qui restent jusqu'au bout. Et c'est vrai, pour moi, c'est difficile de les comprendre, même en travaillant avec elles. Il y a parfois, j'ai envie de les secouer, quoi. Mona, vous avez lu les 2 romans. Si vous regardez la position des mères dans ces 2 romans, moi, j'ai envie de leur dire plein de choses. Qu'est-ce que vous leur diriez à vous? Oh, je me sentirais pas qualifiée pour leur dire quoi que ce soit, parce que je crois que... Non, je crois que... Ouais, moi j'ai l'impression que ça peut vraiment arriver à n'importe laquelle d'entre nous, en fait. Je crois qu'on est aussi beaucoup plus lucide toujours sur ce que vivent les autres que sur ce qu'on vit soi. Et il y a quand même un point aveugle toujours dans ce qu'on vit soi. Et je pense que c'est très facile de se laisser... On est tellement programmé pour marcher dans ce genre d'histoire, en fait. Moi, un des déclencheurs pour écrire ce livre, ça avait été aussi le cas d'une femme qui a été tuée par son compagnon en France, c'était en 2020, je crois. Et ouais, c'est vrai c'était une femme qui avait elle-même alerté sur le nombre de féminicides sur son compte Facebook. Dans l'année, en fait, en disant que c'était intolérable. Elle avait offert à une de ses amies un livre pour l'aider à se sortir d'une relation toxique, et elle-même a été tuée par son compagnon. Donc voilà, c'est une grande leçon d'humilité, parce que ça veut dire que il n'y a aucun moyen de s'en échapper soi-même. Donc après, ouais, c'est vrai que, enfin, oui, je pense que votre héroïne, enfin la mère de votre héroïne est tellement... il y a un côté sacrificiel, et puis il y a cette chose très belle qu'elle dit, où en fait elle se réfugie dans ses rêves, elle vit avec un homme qui supporte pas qu'elle soit joyeuse à aucun moment, mais elle réussit quand même à se ménager une espèce d'échappée onirique et mentale. Et oui, sa fille dit bien qu'elle la juge pas, et voilà, elle n'arrivera pas à la sauver, mais c'est pas... Oui, et la vôtre, je crois que, enfin, elle dit que, en fait, qu'elle s'amuse avec cet homme, non? Enfin, que c'est un remède contre l'ennui, que c'est...
Ouais. Il l'a diverti profondément, je pense qu'elle ne les changerait pas. Voilà, ouais. Bon, on n'est pas au même niveau de violence Non. tout à fait non plus dans les deux romans, donc c'est pas... Mais c'est vrai que c'est intéressant sur le fait qu'on soit toutes potentiellement abusables. Enfin, j'ai passé du temps à Fleury-Mérogis cet été. J'étais avec 12 hommes et on avait des discussions, notamment sur le féminisme. Pas que, c'était pas le but de l'atelier, mais j'ai passé 40 heures à parler de... Il y a eu des discussions aussi sur ça. Et bref, il y a vraiment un homme parmi les 12 qui me paraissait vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment, j'essayais de lui donner confiance. Ils écrivaient tous. Et lui, il écrivait bien. Et puis tous les soirs, il lisait, il empruntait des livres. Donc j'avais vraiment développé une empathie prononcée, quoi, pour lui. Thomas, de son prénom. Et je voulais vraiment l'inciter, même je voulais trouver un moyen de rester en lien, parce que je trouvais vraiment ce qu'il écrivait passionnant. Puis c'était que des peines longues, les hommes. Je savais pas tout ce qu'ils avaient fait, il y en a beaucoup qui en parlent quand même, au bout de 3-4 jours où on est ensemble, ils en parlent en fait, des braquages, des choses, ils en parlent. Lui, je savais pas du tout. Il avait 24 ans, il était, il me ressemblait un peu sociologiquement, c'était un peu, ma même sociologie, bon. Puis la veille, quand même, avant de partir, je me dis, qu'est-ce que c'est, quoi. Je demande à quelqu'un de l'association de m'affranchir des faits. Et il me dit, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir savoir ? Et là, il m'explique que l'homme en question avait été, s'entendait très bien avec une collègue qui lui avait donné de l'importance, exactement ce que je venais de faire une semaine durant. S'entendait très bien avec elle, pensait qu'il y avait une sorte d'ambiguïté un peu amoureuse entre eux. Bref, il l'a étranglé, il l'a tué, il a violé son cadavre, il a fui pendant 6 jours. Et moi, je venais de passer vraiment 40 heures à faire exactement, je pense, que sa collègue... et à lui parler bien de lui et à me dire vraiment... Et pourquoi c'est spécifiquement celui-là à qui j'avais été donné confiance, alors que c'était le seul qui était là pour un crime sexuel, sexiste, quoi. Enfin... Les autres étaient là pour il y avait des homicides, mais il y avait rien de, c'était le seul, quoi. Et j'ai vraiment, je me pensais pas moi. Donc à mon corps défendant, j'ai vraiment ressenti une impression d'être abusée par moi-même, enfin presque par mon propre élan, ma propre empathie. Oui, et puis peut-être aussi par une intériorisation d'un rôle de femme aussi, non ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de donner de l'attention, de valoriser, Ouais, sans doute. Et puis c'est vrai que c'était... les autres étaient un peu... ils étaient très contents. Enfin, je veux dire, on travaillait, c'était très bien. Mais ils étaient détachés un peu. Lui, il y avait en fait plus d'un rôle de... Je suis pas du tout mère, moi, mais je pense que chez lui, il y avait dès que je disais quelque chose que les autres n'avaient pas entendu, lui me faisait un sourire m'attestant qu'il était là, qu'il y avait une... Voilà. Je ne pas dire quelle belle histoire, mais bon... Je voudrais peut-être, avant de passer aux questions, parler de la culpabilité aussi, parce que dans ce cas-là, notamment dans votre livre, Sarah, Jeanne se sent vraiment coupable vis-à-vis de sa mère pour ne pas avoir été capable de la sauver aussi, elle. Et je crois que le sentiment de culpabilité est quelque chose qui nous tracasse beaucoup plus, nous, les femmes, que les hommes, n'est-ce pas ? Alors... si vous voulez, la culpabilité, en tout cas chez moi, je sais pas, chez les autres, c'est vraiment une seconde nature. Et enfin, il y a quelques temps, là, chez mon thérapeute, on parlait de la culpabilité, il est valaisan. Enfin voilà. Je parlais de votre personnage principal. Oui, mais je veux expliquer, c'est par rapport à la région, c'est pas du tout personnel. Et il me dit, mais moi, mes patients valaisans, il y a 100% qui se sentent coupables. Hommes comme femmes, c'est encore plus fort chez les minorités, donc les femmes, mais tous mes patients se sentent coupables. Et j'essaye de comprendre pourquoi. J'ai un peu mis ça sur la religion, quoi, parce que c'est un canton très catholique. Je ne sais pas si c'est ça, mais la culpabilité, en tout cas dans cette région-là, visiblement en 2022, elle est toujours assez forte, et je le vois chez mes amis, c'est toujours ainsi, quoi. Mona, est-ce que ça s'explique d'une certaine manière ? Comment, dans votre livre, dans tout ce que vous avez lu, comment ça se fait que nous, les femmes, on se sent tellement coupables tout le temps ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Ouais, non, je crois que c'est simplement le fait qu'on vit dans une société qui nous est pas très favorable. et du coup, déjà, on vit dans une société globalement où on a un héritage, je pense, religieux. Alors bon, moi, en tant que genevoise, si vous voulez, le calvinisme et tout ça, au niveau de la culpabilité, j'en connais un rayon aussi. Je pense qu'un psychologue ou un psychanalyste genevois dirait exactement la même chose, qu'il essaye de comprendre pourquoi tous ses patients se sentent coupables de quelque chose. Mais donc il y a un fond, je pense qu'il y a une toile de fond qui concerne absolument tout le monde. Et après, en tant que femme, bah oui, parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quoi qu'on fasse, en fait, quand on a le choix entre deux comportements, quel que soit celui qu'on choisit, on va se sentir coupable d'avoir choisi celui-là. Enfin, il y a une sorte de à tous les coups on perd qui est aussi parce que la société nous renvoie quelque chose comme ça. Je sais pas si vous pensiez au niveau de vous voulez pas d'enfant, on vous fait vous sentir coupable. Vous en avez un, on vous fait vous sentir coupable parce qu'il en faut deux. Oui, voilà, c'est très compliqué. Il faut viser vraiment très juste pour faire exactement ce qu'on attend de vous. Quand vous vieillissez, si vous essayez de dissimuler le fait que vous vieillissez, on vous le reproche. Si vous montrez votre vieillissement sans aucun artifice, on vous le reproche aussi. Donc, il n'y a jamais de bonne solution. Il n'y a jamais donc, il faut apprendre à s'en affranchir, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on intériorise énormément. Au bout d'un moment, on n'a même plus besoin du regard. Enfin, le regard social et le jugement interne se confondent quasiment. Il y a Victoire Tuaillon, qui fait les podcasts Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, avait fait une fiction quelques années avant de faire ses podcasts. Elle avait fait un documentaire sonore qui s'appelait Mental FM, où en fait c'était le monologue intérieur d'une femme pendant voilà, je sais plus combien de temps ça durait, et c'était une femme qui se reprochait en permanence des choses et j'avais trouvé très fort de donner à entendre ça, c'est-à-dire la petite voix intérieure qui dit mais t'es vraiment trop conne, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'as dit ça, allez reprends-toi, ressaisis-toi, enfin tu vaux vraiment rien, t'es nul. Enfin, je pense qu'il y a une espèce d'auto-persécution aussi qui peut être très forte et qui est très compliquée en fait à faire taire et à remplacer par une voix plus douce et plus bienveillante. Bon, ce mot est complètement galvaudé, mais en l'occurrence, je pense qu'il a toute son utilité parce qu'on a vraiment besoin. C'est peut-être aussi pour ça que les femmes consomment tellement de développement personnel et sur l'amour de soi, etc. Bah oui, évidemment, on en a tellement besoin. Blandine, comment est-ce pour vous ? Dans mon livre, en tous les cas, j'ai essayé de diriger un personnage, Lou, qui compose pendant longtemps avec cette impression un peu de culpabilité, enfin d'être victime, donc coupable, ce qui est très intéressant. Il y a ça va plus. Il y a une phrase dans le dernier livre de Virginie Despentes qui dit que c'est toujours le mal qu'on vous a fait que vous reprochez, enfin qu'on se reproche. Toujours le mal qu'on nous a fait, qu'on se reproche. Ouais, que j'ai trouvé très forte. Et c'est vrai que Lou, pendant toute une partie du livre, compose avec ça. Et puis il y a vraiment un moment de rupture, quoi. Moi, j'ai vraiment essayé de d'écrire aussi la possibilité pour un personnage féminin de s'affranchir de ça, vraiment. Et donc de poser aussi un acte, quoi. Parce que ça passe aussi avec un soudain, en fait, d'oser faire mal. Parce que pour se délivrer peut-être de tout ça, à un moment, il faut accepter ça, quoi. D'oser blesser, dire je suis une femme qui blesse. Ouais. Voilà, c'est ça. Sans révéler la fin, c'est l'acte qu'il a franchi, vraiment. Ouais, hein, ouais. Et donc il y a quelque chose d'autre. Enfin, j'espère, j'avais envie en tous les cas qu'on puisse ouvrir autre chose et pas finir aussi enfermé qu'on ne l'était au départ. Mais c'est compliqué. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. Donc voilà, je finis ma phrase comme ça, tac, tac, tac. Non, pardon. Est-ce que je peux juste ajouter un tout petit truc ? Bien sûr. Non, parce que tout d'un coup, ça me frappe comment dans les deux romans, j'ai l'impression que les deux héroïnes, en fait, refusent de sauver le père, de sauver l'homme à la fin, de manière très différente, hein, mais toutes les deux refusent, et j'ai l'impression qu'il y en a une qui se sent libérée et l'autre qui, en fait...
Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Pardon, non, mais en plus, non, ça doit. Si vous n'avez pas lu les livres, ça doit vous paraître très obscur. J'aimerais rajouter quelque chose qui m'a beaucoup touchée ces jours. C'est la première fois que je suis en contact avec des lecteurs. Le livre est sorti il y a une dizaine de jours et je pensais que ça allait justement beaucoup parler à des femmes et tout ça. Mais en fait, j'ai eu plusieurs hommes qui l'avaient lu et qui sont venus pour me parler, pour me raconter, dans une discussion extrêmement émouvante où on a beaucoup pleuré. Après 52 ans de mariage, il a pu dire à sa femme que c'était un enfant battu. Il venait pas de la même région que moi, mais quand même en Valais. Et j'ai eu ce témoignage des hommes qui disent « mais nous, en fait, on ne peut pas le dire, quoi ». Donc voilà, c'est quelque chose là qui m'interroge beaucoup. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça te fait depuis hier que... Enfin, ouais, j'avais pas pensé à ça en fait en écrivant. Ouais, Gérard, moi, dans le livre, est un enfant battu à la base. Ce qui peut évidemment ne justifie rien, mais explique quand même un héritage de la violence. Et par rapport à la culpabilité, je me suis rendu compte là en écoutant aussi que peut-être que ce qui fait que Lou, dans mon livre, s'affranchit de ça, c'est qu'elle a été éduquée comme un, je cite, petit monstre de virilité. Elle a été éduquée comme un petit garçon, Lou. Et en fait, son père l'a vraiment éduquée avec ce que ça a de douloureux et de galvanisant, à mettre la liberté au-dessus de tout. Il lui a vraiment dit « tu seras un homme, ma fille ». Et de fait, en faisant mal à sa manière, vous verrez peut-être, à son père à la fin, c'est aussi une manière pour elle d'être fidèle à l'éducation qu'elle a reçue. Il y a un paradoxe là-dedans, parce qu'en fait, elle blesse celui qui l'a éduquée, mais c'est peut-être pour ça que d'une certaine manière, elle n'est pas hantée comme ça par la culpabilité, parce qu'il ne l'a pas éduquée comme ça, en fait. Du coup, il nous reste 3 minutes pour une question. C'est quand même incroyable. Il y a sûrement plein de questions. Moi, j'en ai encore une, mais bon, une de mes 100 qui restent. Qui ? Dans ce cas-là, ce sera ma propre question. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, Mona. Vous écrivez... il y a, écrivez-vous, une parenté étroite entre la pulsion amoureuse et la pulsion narrative. Vous n'avez jamais pu, écrivez-vous, résister à une bonne histoire. Donc le lien entre la pulsion amoureuse et la pulsion narrative. Et j'aimerais poser cette question à toutes les trois, parce que ça me semble que c'est essentiel pour l'écriture. Et vous l'avez senti probablement toutes. On a 3 minutes. Voilà. Mona ? Je sais pas. Non, c'est vrai que moi, il me semble qu'on dit bien une histoire d'amour, en fait. Et je pense qu'il y a aussi que ça, une bonne fiction, une bonne histoire d'amour, ça éveille un peu la même excitation, c'est-à-dire c'est une excitation très narrative en fait, comment on saoule ses amis en racontant la rencontre et les circonstances de la rencontre, et tu te rends compte, c'est incroyable, on aurait pu ne jamais se rencontrer, c'est parce qu'il arrivait de droite et j'arrivais de gauche, et voilà, donc il y a plein de... Oui, je pense qu'il y a plein de mécanismes de satisfaction comme ça, qui sont un peu les mêmes, ouais. Et puis je pense que quand on est dans une bonne histoire, on n'a pas envie d'en sortir, comme dans une relation amoureuse, voilà, quand on y est bien. Donc, ouais, voilà, j'avais juste envie de tracer ces parallèles. Très belle image, merci beaucoup, belle métaphore. Sarah ? Non ? Non. Ok. Blandine ? Bah si, moi je vois un lien aussi, mais plus physique en fait. C'est-à-dire que moi quand je sens que j'achoppe sur des bonnes phrases, quelque chose en fait qui tout simplement qui veut en dire plus, c'est en lien avec le désir en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que le désir ? C'est que ça veut en dire plus, ça veut en dire plus. C'est un truc infini quoi. C'est voilà ce qui se passe entre deux personnes qui vivent une histoire, qui sont en train de tomber amoureuses, quelle qu'elle soit. C'est qu'elles ont une conversation infinie, un truc comme ça qui on a envie de revoir la personne, voilà, ça s'éteint pas. Et je pense que quand on est en train de travailler, enfin moi en tous les cas dans mon cas, j'ai un truc physique aussi comme ça où je me dis ça veut en dire plus, ça veut en dire... il y a un truc presque que j'essaie de rattraper et je sens que mon corps est en jeu aussi et que c'est ça qui me fait très concrètement me lever le matin, écrire, avoir envie d'écrire, c'est ça quoi. Donc moi je vois aussi un lien, le lien du désir. Oui, c'est pas que la rencontre amoureuse, parce que l'exemple que donnait Mona Chollet, une rencontre amoureuse, ça peut aussi être des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, enfin tout ça. C'est donc ça joue toujours sur le lien, quoi. Enfin, j'en sais rien, la rencontre.
de manière générale. Grand merci à vous tous. Merci d'avoir partagé avec nous ces histoires. Les autrices vont maintenant signer dans la tente du lac. Donc si vous voulez acheter...